Il faut que l'enfant grandisse ainsi, pour que son noble objectif soit super omnia la chasse aux billets de banque. Qu'il achète une jeune fille respectable et qu'il appelle cette relation mariage. Que l'enfant braillard soit réduit au silence, qu'il canalise sa haine de façon profitable dans le monde des affaires ou dans la guerre, qu'il devienne cette sorte de créature passive, dénuée d'expression mais dotée d'un accent distingué, qui derrière une façade de noblesse et de privation rédige la loi, fait appliquer la loi, tire profit de la loi, commettant des cruautés sans nom et par conséquent licites. J'ai un nom pour tout cela et un seulement. J'appelle cela le mal. Robin Cook, Un écart de conduite, 1966. Que ta volonté soit faite, de Marin Le Dain. Un drapeau tricolore pendait au-dessus de ma tête, comme un avertissement. Le type derrière la vitre blindée de l'accueil me jaugea un instant, d'un œil vide de toute expression. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Je fouillai dans la poche intérieure de ma veste. Ma chemise était déjà trempée de sueur. Je glissai mes papiers sur le plateau coulissant du guichet. Quelle chaleur. Sans prendre la peine de répondre, l'homme tira le plateau à lui, saisit ma carte et la déposa à plat devant lui. Il ouvrit un épais cahier noir à la date du vendredi 16 août 2013 et y nota mes noms et prénoms, un numéro à 10 chiffres et l'heure exacte. Il me demanda ensuite la raison de ma présence, puis il m'enjoignit de patienter sur la droite. L'horloge murale indiquait 8h31. La porte d'entrée s'ouvrit 10 minutes plus tard dans un claquement sec. 3 femmes entre 25 et 40 ans pénétrèrent avec moi dans le bâtiment. La plus jeune portait un énorme carton dans les bras. Elles se dirigèrent vers le portique de sécurité planté au milieu de la petite pièce, déposèrent leurs affaires sur une table, vidèrent leurs poches dans un bac en plastique et attendirent en parlant à voix basse. Je les imitai, comprenant que ce n'était pas la première fois qu'elles mettaient les pieds ici. Je retirai ma montre avec soin et la posai dans un bac avec mes clés de voiture et de la petite monnaie. Assis derrière le portique, un surveillant en uniforme me dévisageait avec perplexité, comme s'il hésitait sur l'attitude à adopter à mon encontre. Un tic nerveux déformait la partie gauche de son visage par intermittence, rendant notre échange silencieux, presque comique. Gêné, je détournai les yeux. Lassé de m'observer, l'homme discuta avec l'une des femmes, une grande brune aux lèvres sensuelles, vêtue d'un jean moulant, d'un débardeur blanc et de sandales en cuir neuves. Au bout d'un moment qui me parut durer une éternité, un deuxième surveillant, la trentaine, entra dans la pièce par une porte située dans le fond. Il tenait une liasse de feuilles dans une main, nos pièces d'identité dans l'autre. Une surveillante de petite taille l'accompagnait. Cette dernière fit signe à la plus